Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Yeah! Donc, j'ai un petit papier parce que j'ai oublié de tout transférer dans mon carnet de lecture. C'est pas grave. D'abord, je tiens à dire que ce sont des lectures légères et ça fait plaisir. J'avais un objectif, c'était de réduire drastiquement ma pile à lire et je travaille avidement dessus. Ma stratégie pour ces dernières semaines, ça a été de commencer par des livres courts et dont je n'étais pas sûre d'apprécier la prose ou l'histoire, et donc de les sortir de ma pile à lire pour pouvoir décider si je les garde ou pas en fin d'année. J'ai commencé avec La Reine des Abeilles de Rachilde. C'est une auteure que j'ai beaucoup vu passer sur la toile ces dernières années, et donc j'avais envie de le tester. En plus, il y avait une micro-édition de ces nouvelles, c'est vraiment tout petit, je pense que ça fait 20 pages, aux éditions Fanlac, qui sont des éditions que j'aime beaucoup, et notamment qui ont édité un livre, si je ne m'abuse, qui s'appelle En attendant Beau Jungle, qui est absolument fabuleux. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Enfin, vraiment, c'est une histoire d'amour absolument incroyable. La forme du récit est ultra originale. C'est un livre qui restera avec vous pendant des années, donc soutenez les maisons d'édition françaises. Là, ils sont dans le Périgord, d'où est originaire notre bonne Rachilde. Et donc, j'avais envie de voir un peu les thèmes et les sujets abordés par Rachilde. J'ai pas aimé. Donc là, on est vraiment sur une histoire autour d'abeilles qui sont censées représenter les femmes, et en fait il y a un lien entre les femmes et les animaux, etc. C'est pas trop mon délire. Du coup, ça ne m'a pas du tout donné envie d'aller lire plus de Rachel. C'est une auteure à qui, je pense, un jour, je donnerai sa chance, mais là, c'est vraiment pas sur ma priorité. Et tant mieux parce que j'ai d'autres choses à lire. Je ne peux même pas vous dire de quoi il retourne, hein. C'est vraiment, voilà, on suit l'histoire d'une abeille dans une ruche, et en fait, il y a un truc avec les hommes abeilles qui, eux, n'ont pas autant de contraintes, alors que le travail est aussi difficile, blablabla, blablabla. Ça... non. Édition très mignonne, cela dit. Ensuite, j'ai lu Les Corps des Anges de Mathieu Riboulet. Alors là, c'était un livre qui me donnait trop envie. De ce que j'avais compris, c'était une histoire d'amour homosexuel, où c'était des gars à la campagne. Donc c'était vraiment une espèce de croisée qui me plaisait beaucoup, parce que c'est des thèmes qui sont pas forcément abordés, ou en tout cas moi je les ai pas trop trouvés en littérature, et j'ai été complètement laissée sur le côté. Donc c'est-à-dire qu'au début, on nous présente un jeune homme qui est un peu ralenti psychologiquement, mais qui est très en lien avec la nature et qui va toujours y trouver du réconfort auprès de la forêt, d'herbes, de petites bêtes. Et en fait, il va rencontrer un autre homme qui, lui, est totalement chamboulé par le décès de ses parents et par la violence de l'accident à cause duquel il les a perdus, qui va avoir grandi dans une famille un peu différente. Et les deux histoires se mélangent un petit peu, et en fait, on va, de façon très étrange, se trouver dans ce qu'on peut appeler un couple, moi ce que j'appelle une rencontre qui n'aurait jamais dû exister. Enfin vraiment, vous voyez, si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez bien les histoires de crimes que vous regardez sur Internet, le true crime, comme on dit, et ben c'est exactement le genre d'histoire qui aurait pu finir dans une de ces émissions. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que c'était pas du tout le but, à mon avis, du livre. Bien sûr que si, parce que c'est l'auteur qui en a décidé ainsi. Mais alors, je suis totalement restée à côté. Aucune leçon, de la violence pour rien, enfin vraiment, un peu fou, évadé de l'asile, j'ai trouvé, enfin très bizarre, très bizarre. Passons. Et ensuite, les États-Unis d'Afrique. Alors là, pareil, le prémisse m'intéressait énormément, c'est une inversion, donc au lieu que ce soit l'Occident qui se soit développé, c'est l'Afrique qui s'est développée et qui contrôle à peu près tout dans le monde. Et le prémisse est hyper intéressant parce que moi je m'attendais à ce qu'on ait une inversion à la fois de la culture dominante, etc. Et en fait, ce qui a été fait, c'est que au lieu d'avoir une inversion, enfin, au lieu d'avoir une réécriture de la culture dominante, justement, on a eu juste une inversion. Je m'attendais plus à une réécriture, à un peu plus de réflexion dans la construction du monde. Par exemple, au lieu d'avoir McDonald's, on a McDiop. Enfin, si merde. Non, quoi. Et bon, bref, on suit une jeune femme qui a été adoptée depuis l'Occident en Afrique, donc là, on est censé creuser un peu le truc des adoptions interraciales, j'aime pas ce terme. Elle est un peu déchirée entre sa culture et elle veut retourner sur son continent et sa famille dans laquelle elle a grandi, mais en même temps, elle est pas vraiment à sa place, blablabla. Et en fait, je sais pas, je trouvais que c'était mal fait. Après, je suis pas adoptée, donc j'en sais rien, mais je trouvais que c'était mal fait, que ça me paraissait pas vraisemblable, et tout ce qui était culturel, ça me paraissait un peu trop facile. Donc bah voilà, au lieu d'avoir, je sais pas, Bank of America, t'as la Bank of Nigeria. Enfin, c'était des trucs, je trouvais, c'était tellement facile et je n'ai pas compris où on en allait. En fait, c'était juste, bah voilà, au lieu d'avoir le choléra et le paludisme en Afrique, on l'a en Europe.
Au lieu d'avoir les échanges en Europe ou en Occident, on les a en Afrique, enfin, ok. Et donc, on fait quoi avec cette information? Bah, franchement, pas grand-chose. Donc, ça m'a saoulée parce que le prémisse était hyper intéressant et on m'a fait un truc complètement raplapla. Je n'en ai tiré aucune leçon et j'avais même oublié que j'avais lu ce livre jusqu'à ce que je vous en parle. Et je suis dégoûtée en plus parce que c'était aux éditions Zulma. C'était un auteur djiboutien, donc c'est rare, franchement, des auteurs djiboutiens publiés. Et bah, la qualité n'est pas présente, hein. Moi je suis désolée, mais que ce soit dans la prose ou dans l'histoire, ça ne va pas. Après, en parlant de livres qui sont mal écrits, mais qui cette fois m'ont plu, j'ai lu Cartier's Hope. Je l'ai lu en anglais, mais il est aussi traduit en français. Je crois que l'auteur s'appelle M.G. Rose, et elle écrit vraiment des romans de gare. Mais alors c'était parfait pour mes vacances, parce que justement, j'étais en vacances, donc juste envie de dévorer des livres. J'ai lu en 24 heures. Ça fait 200-300 pages. Là, l'idée, c'est qu'en fait, on va suivre la vie d'une riche américaine qui va tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas de la même classe sociale que lui, qu'elle. Et en fait, tout ça sur fond de diamants maudits, du diamant bleu, qui appartient donc à la maison Cartier, qui vient de s'installer à New York, sur Fifth Avenue. Et donc, on suit un peu les aventures de cette femme journaliste, donc un peu révoltée au 19e siècle, qui a sa carrière, etc. Et qui va vivre une double vie. Et du coup, il y a plein de trucs qui se mélangent. Donc, il y a sa double vie, il y a cette histoire d'amour, il y a cette histoire de diamant maudit. C'est franchement pas très bien écrit. On sait où ça va. Il y a plein de trous dans l'histoire et tout. Donc, c'est clairement pas un livre qui est bien écrit. Mais alors, c'est parfait pour les vacances. On a un début, on a une fin, on a une résolution. J'en demandais pas plus. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est basé sur un bijou qui a vraiment existé, qui est absolument incroyable. Je sais pas si c'est beau, mais en tout cas, c'est impressionnant. Déjà, je ne savais pas que les diamants bleus existaient de cette taille. C'est assez impressionnant. J'aime bien aussi tout le mysticisme qu'ils ont créé autour de ce diamant. Et en fait, on se demande est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une tactique marketing? Car oui, elle a réussi à nous placer une tactique marketing dans ce livre. J'ai trouvé ça absolument drôle et vraiment j'ai passé un bon moment. Après, je continue sur mes résolutions de lire plus de livres qui me font plaisir. J'avais encore 2 Michael McDowell dans ma bibliothèque. J'avais donc Cathy et Lune froide sur Babylone. J'ai lu les 2, que dis-je lu? Je les ai dévorés. Enfin vraiment, Michael McDowell, c'est un auteur que j'adore et j'adorerais qu'il vive encore pour nous donner autant de livres que Stephen King, parce que pour moi, c'est vraiment l'équivalent. Je pense qu'il y a des gens qui sont accros à Stephen King. Moi, je suis accro à Michael McDowell. Malheureusement, il est mort très jeune du sida. Et du coup, il ne nous a laissé que 6 livres, il me semble. Enfin, donc, la série Blackwater, Les Aiguilles d'Or, que j'ai lu l'année dernière. Ensuite, il y a Cathy et Lune froide sur Babylone, que j'ai lu cette année. Et il ne me restera que L'Amulette, qui a été publiée chez la maison Toussaint Louverture, que je pourrais lire l'année prochaine, mais pour l'instant, c'est fini pour moi avec Michael McDowell après ça, et franchement, je suis très très triste parce que c'est un auteur que j'adore. Il d'ailleurs dit lui-même qu'il est ravi si on dit que ses livres se lisent facilement et que ce sont des romans de gare, parce que pour lui, la littérature doit être accessible. Et je suis assez d'accord sur le fait que parfois, pour des gens qui lisent moins ou pour des gens qui lisent beaucoup et qui ont besoin de repos de temps en temps, comme moi par exemple, ça fait du bien d'avoir juste des livres qu'on lit dans lesquels il n'y a pas de politique, où il n'y a pas de réflexion trop lourde. C'est vraiment, on est là pour l'ambiance, et l'ambiance horrible, parce que Michael McDowell écrit des histoires d'horreur ou de gore, et là il y avait les deux. Donc Cathy, c'est vraiment mais horrible. Dans les deux, c'est des psychopathes. Et en fait, vous allez suivre l'histoire et essayer de la résoudre au fur et à mesure. Ça ne demande pas vraiment beaucoup de réflexion de les résoudre. C'est juste, je ne sais pas comment il fait. Et je pense que la traduction des Maisons Toussaint Louverture est aussi très très bonne pour permettre de se plonger à ce point dans l'histoire et de réussir à faire en sorte que le lecteur n'ait jamais envie de laisser lire. C'est quand même des briques qui font entre 400 et 500 pages, et à chaque fois, je les lis en 3 jours. C'est impressionnant. La saga Blackwater, qui fait 6 fois 250 pages, je crois que je l'ai lu en 5 jours. C'est n'importe quoi. Ça se lit hyper vite, c'est parfait pour l'été. J'ai passé un moment fabuleux, j'ai été dégoûtée, répugnée, je faisais des têtes comme et c'était génial. Et en plus, dans Lune froide sur Babylone, on retrouve la Perdido, donc qui est un fleuve qui est présent dans la série Blackwater. Donc ça m'a rendu un peu nostalgique de l'été dernier et c'était cool. Et du coup, j'aime bien aussi avoir des auteurs qui sont associés à des saisons. Bon, si vous êtes vraiment quelqu'un qui lit selon les saisons, peut-être que ça ne fera pas sens pour vous de lire des histoires d'horreur pendant l'été, mais pour moi, c'est ce que je préfère. Et avec ça, j'ai enchaîné sur un livre que j'ai adoré, mais vraiment adoré, que mon oncle m'a recommandé, de Joyce Carol Oates, et qui a aussi été recommandé par Camille de la chaîne La Cicatrice littéraire, qui s'appelle Boucher. Oh, et en parlant d'horreur, mais là c'était vraiment horrible. On suit un médecin qui est en fait la compilation de 3 personnages qui ont vraiment existé,
qui ont fait des tests de gynéco-psychologie sur les femmes, à une époque où l'anesthésiant c'était optionnel, où on considérait que si on était pauvre c'était de notre faute et on méritait de souffrir, et accessoirement on n'avait pas tellement de système nerveux donc on avait pas mal. C'est assez fabuleux parce que le mec se rend compte que les femmes sont internées non pas parce qu'elles sont folles, enfin, il s'en rend compte. On s'en rend compte parce que lui, il est vraiment, mais débile. Un médecin aussi bête, c'est quand même effrayant, hein, je vous le dis. On va comprendre au fur et à mesure que la gynécopsychologie, en fait, c'est juste le fait de soigner les femmes pour qu'elles arrêtent d'avoir mal parce qu'elles ont tellement mal que ça les rend folles. C'est très intéressant, on rentre vraiment dans des détails dégoûtants, donc si vous n'aimez pas lire sur tout ce qui est partie intime / médicale, sautez ce livre. Par contre, si c'est deux choses qui vous intéressent, foncez à 2000% et plongez-vous dans cette histoire horrible entre scalpel, opium, alcoolisme, violence. Dit comme ça, j'ai l'air de sonner comme une psychopathe. Merci à Joyce Carol Oates d'avoir écrit ce livre absolument fondamental sur l'histoire de la médecine gynécologique et sur la vision aussi de la folie, notamment au niveau des femmes, qui donne aussi beaucoup de renseignements sur la façon dont on percevait les femmes à l'époque et à quel point elles étaient dépendantes des hommes, de leur vie, à savoir leurs époux ou leurs frères ou leurs parents. Et du coup, ça me donne beaucoup d'espoir parce que Joyce Carol Oates, contrairement à Michael McDowell, a écrit 115 bouquins. Oui, 115. Donc c'est un peu la Stephen King au féminin. Et d'ailleurs, je me demande si on ne l'appelle pas comme ça en vrai, parce qu'elle a l'air d'écrire énormément d'horreur. Donc une fois que j'aurai fini Michael McDowell, je vais pouvoir m'attaquer férocement à la bibliographie de Joyce Carol Oates, et j'ai vraiment super hâte, notamment avec le dernier en date qui s'appelle Fox et qui me donne extrêmement envie. Et les deux derniers, c'est La Pitié vous parle. Alors là, c'est une BD de Liv Stromquist, si vous la connaissez peut-être. Elle a écrit L'origine du monde et les sentiments du prince Charles, qui sont des textes féministes très réfléchis et vraiment appuyés sur des sources. Et c'est ça que j'adore chez Liv Stromquist. Et surtout, elle va dans la nuance et elle apporte des points de vue qu'on n'entend pas forcément. Dans La Pitié vous parle, elle parle de Pitié, d'oracle, pour nous donner des conseils de développement personnel, puisque le développement personnel qui existe aujourd'hui, selon elle, sert juste à fuir la mort, et elle nous rappelle que c'est une fuite qui est insensée. Elle, donc, nous appelle à nous recentrer et à se reconcentrer sur des choses beaucoup plus tangibles et beaucoup plus importantes, comme les liens sociaux, l'amour. Bon, elle est clairement anti-religion, donc elle va pas vous en parler en termes très élogieux. C'est néanmoins très intéressant sur bien d'autres aspects, puisque, personnellement, elle a réussi à mettre des mots sur ce que j'ai du mal à exprimer, à savoir cette course à la productivité qui est extrêmement fatigante et dont je suis totalement victime, donc ne critiquons pas trop, mais c'est vrai que cet aspect de se dire que dans notre génération, là, les millennials et après les Gen Z et compagnie, ce truc où on a toujours l'impression qu'on doit avoir notre entreprise, nos réseaux sociaux, notre personal brand, parler 20 000 langues, avoir notre travail sur le côté, fuir la rat race du 9-5, enfin bref, vous voyez tous ces anglicismes et toute cette productivité, et en fait tout ce capitalisme qui influe dans notre vie au quotidien comme si on courait après quelque chose pour elle, qu'on court après le fait de fuir la mort, alors que c'est infaisable. Et elle parle aussi de tout ce qui est appareil de mesure des performances. Alors ça, j'adore parce que moi, je suis archi contre. L'Apple Watch, les Garmin, etc., ça m'effraie. Et j'ai même récemment arrêté de regarder, c'est un petit geste, mais ça me change la vie, arrêter de regarder combien de pas je fais dans ma journée, est-ce que j'ai suffisamment bougé, est-ce que j'ai atteint mes calories, machin, parce que je ne suis pas persuadée que toute ma vie ait besoin d'être enregistrée, calculée, analysée, comme si j'étais un robot. Voilà, je n'ai pas besoin d'être performante dans tous les aspects de ma vie. Et surtout, ça aussi cache un peu parfois juste l'aspect bien-être. Si je préfère faire 20 minutes de yoga que 20 minutes de course à je sais pas combien de kilomètres heure, c'est bon pour mon corps à partir du moment où je bouge. Et en fait, je trouve qu'on crée beaucoup de culpabilisation sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut manger, comment, à quelle fréquence, en quelle quantité, en fonction de votre poids, taille, et qu'on oublie juste de ressentir aussi. Ça d'ailleurs, je suis pas sûre, là je prends une tangente parce que je suis pas du tout sûre qu'elle en parle dans le livre, peut-être que c'est moi qui devrais écrire une BD. Je vous engage vraiment à aller lire La Pitié vous parle, et ça fait tellement de bien d'avoir ce genre de discours. Foncez, surtout si vous êtes un peu accro au travail, à la réussite, à la performance,
C'est vraiment un livre qui vous plaira. Et enfin, bien sûr, j'ai lu l'Odyssée, j'ai lu 4 traductions, mais je ne vais pas vous en parler plus avant parce que je pense que je vous ai assez surimé avec ce livre d'Homère, mais on suit donc l'aventure d'Ulysse pour son retour en Ithaque qui va durer 20 ans au lieu de quelques heures si on était à l'époque moderne. C'est un livre que j'ai trouvé absolument fabuleux, je vous ai fait un guide de lecture, je vous ai donné aussi quelle traduction choisir en fonction de ce que vous avez envie de trouver dans le texte. C'est un livre qui m'a énormément émue, qui parle aussi de ce que c'est que de vouloir rentrer chez soi, de vouloir ancrer ses racines, de refuser justement toute cette performance, toute cette invincibilité, waouh, et juste d'être humain, et de vivre auprès des gens qu'on aime. Et je trouve ça, voilà, je suis émue. Voilà, vache. Voilà, enfin juste un texte qui a 3000 ans et qui peut émouvoir une jeune femme de 30 ans passés 3000 ans après. Pouh, la vache. Je pensais pas. Je vous laisse là. Je vais chialer. Bye bye.